Bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie des fines lames de la presse internationale. Dans ces fines lames, il y a monsieur Juan Pedro Quinoniro. Bonjour Juan. Bonjour Christophe. Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Christophe. Solveig Graham Jensen. Bonjour Solveig. Bonjour Christophe. Et Vibeke Knoop-Rachlin. Bonjour Vibeke. Bonjour Christophe. Une question que je vous pose bien sûr. La France est-elle un pays à l'abandon ? La question a été posée cette semaine dans la presse française. Crise sociale, défiance vis-à-vis de l'État. Quand l'ordre républicain se retrouve bafoué par une série de faits divers qui choquent l'opinion publique. Il y a Moiran dans l'Isère, illustration cette semaine, mais avant il y a eu Roy dans le Nord, l'occupation de la gare de Castres et bien d'autres exemples de cette incapacité de l'État à faire respecter et protéger ses citoyens. Une situation inquiétante, une remise en cause de l'autorité de l'État. L'État, mais quel État ? Écoutez. L'image, c'est celle de la destruction et de la passivité de l'État. Si on n'avait pas laissé s'installer le climat de laxisme qui s'est installé aujourd'hui dans le pays, on n'aurait pas les actions qu'on constate. Tout cela est indigne, mais ça démontre le délitement de l'État. La seule qui n'a plus le droit de faire sa loi, c'est la République. Le gouvernement a un problème avec l'autorité. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on céderait au chantage de gens qui voudraient obtenir une libération de prison et peser sur les juges ? Enfin, on est dans un état de droit. Au-delà des mots, il faut des actes. Et aujourd'hui, les actes, on ne les a pas vus. Des mots toujours et encore, toujours après coup, des mots, les mêmes mots, à chaque fois les mêmes. Lorsqu'il se passe des actes graves qui touchent à la sécurité des biens et des personnes, l'État doit être là et ne tolérera aucune attaque, aucune remise en cause de ce qu'est l'ordre public. Ceux qui veulent tordre le bras à la justice, tordre le bras aux forces de l'ordre, tordre le bras à la République, s'exposent à une réponse d'une extrême fermeté. Oui, mais une fermeté après coup, c'est ce qui est reproché à chaque fois au gouvernement. Oui, mais moi, en écoutant un petit peu les principales déclarations de la droite sur cette histoire, on a l'impression qu'ils remettent sur le tapis un angle d'attaque par rapport à François Hollande, celui de ne pas incarner une autorité, la fermeté de l'État que eux, la droite, semble prétendre incarner. Alors bien sûr, on a critiqué François Hollande sur sa capacité à se vêtir de cet habit présidentiel et donc à incarner l'État. Et dès qu'il y a un événement qui arrive sur la scène politique, on le critique parce qu'on dit qu'il n'est pas assez ferme, qu'il n'est pas assez autoritaire, par opposition à ce que pourrait être la droite si elle revient au pouvoir. Ça fait partie de la politique, ça fait partie de la stratégie de critique et d'attaque de la part de la droite. Le problème, c'est qu'en face, quand Manuel Valls répond à la droite, il répond presque de manière sarkozyste, donc maladroite, et quand François Hollande parle de fermeté de l'État, c'est pas crédible. Et on a en face une droite qui attaque le pouvoir par manque de fermeté et d'État, et un pouvoir qui n'arrive pas à répondre. Et ça donne cette séquence absolument incroyable où on a l'impression que justement la France est à l'abandon et qu'il n'y a personne pour agir et régler les problèmes sur le terrain. Vous partagez cette analyse ? Non, je crois que la démagogie des uns et la démagogie des autres ne permet pas de voir avec une vague clarté le pitoyable état de l'État français. D'une certaine façon, la France est victime d'un État omnivore qui est présent partout et est incapable de gérer. Il fait à peine 10 ans qu'il a éclaté enfin la crise des banlieues. C'est une crise terrible et dramatique. Et depuis lors, les problèmes de fond et d'ordre public sont toujours là. La France, c'est un bon État, un mauvais gestionnaire comme État, mais en même temps, depuis 10 ans, il y a 780 zones urbaines où il y a une sorte de no-man's land que le Premier ministre a nommé apartheid. Des no-go zones, comme disent les Américains. Il y a dans les grandes villes des zones très compliquées à vivre pour des raisons multiculturelles, machin. Et en même temps, personne n'a la solution. C'est un problème. Et le président Chirac a dû mettre l'armée à la rue pour mettre de l'ordre, il fait une dizaine d'années, et depuis quelques années, chaque mois, chaque trimestre, écrit des bandes de gitans ici, des banlieues là, des crimes par là, des djihadistes qui sont nés dans les belles banlieues parisiennes et qui sont partis en Grèce, et personne n'a été capable de faire. Ce n'est un problème ni de gauche ni de droite, c'est un problème global de la France avec la France elle-même.
et personne n'a la solution. Mais quand il y a ces images, elles ont choqué. Il y avait Roy au mois d'août, il y a cette gare de Castres qui pendant 15 jours a été occupée. Il a fallu que les pouvoirs publics mettent des bus en place parce que les gens ne pouvaient pas prendre le train. Quand une cinquantaine ou une centaine d'individus sont face à l'État et quelque part gagnent, pillent, brûlent, ça choque quand même. Oui, bien sûr que ça choque, mais personnellement, je ne crois pas que ça soit quelque chose de nouveau. Ce n'est pas né sous la présidence Hollande. Juan a fait allusion aux émeutes de 2005. Moi, j'étais à Clichy-sous-Bois hier, où on vit encore les conséquences de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc, c'était un échec, mais ce n'était pas un échec uniquement d'un camp, c'était un échec, en tout cas dans les banlieues, de la droite et de la gauche, depuis 30 ou 40 ans. De dizaines d'années de politique de la ville. Je ne pense pas qu'on puisse accuser vraiment un seul camp. Et par contre, ce que je pense, c'est un peu comme Mustapha, c'est qu'en plus, on est en campagne électorale. Donc, évidemment, c'est très tentant de prendre ce genre d'argument qui porte, parce qu'effectivement, les images sont très parlantes quand les gens voient ça, qu'ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux, de leur bien-être, qu'on les protège et de leur pas. sécurité. Voilà. Solveig, la France à l'abandon? Pas du tout. Je ne pense pas que ce soit un pays à l'abandon. Quand on regarde ailleurs en Europe, je pense que les questions se posent de la même manière. Et surtout, je ne pense pas que la réponse soit d'envoyer plus de police. Ou d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi en France, on dit au président, c'est comme s'ils attendent Hollande qu'il a lui-même devant les gens dit arrêtez, c'est pas bien, rentrez chez vous. Ce que disait Juan, le problème, c'est que le président incarne l'État-providence encore en France. Oui, mais on ne peut pas attendre ça. Je comprends. Vraiment, je suis étonnée à chaque fois qu'il y a des événements comme ça. C'est comme si Hollande doit se positionner. Lui, son boulot, c'est de gouverner la France. Il ne peut pas, à chaque fois qu'il y a quelque part des faits divers, y aller. À la limite, Manuel Valls peut se prononcer. Mais en revanche, il y a quand même la stérilité, le copycat des discours. Toujours après coup, toujours les mêmes. Ça aussi, on peut comprendre que les gens en ont marre. Il y a une autre tradition il pourrait quand même dire que la solution, ce n'est pas forcément d'envoyer de la police. La solution, c'est de régler de manière différente. C'est ça aussi. Ce n'est pas forcément Hollande. J'étais déçue qu'il essaie de se positionner comme ferme après ça. Donc, il aurait pu répondre. Moi, c'est pas... Parce qu'on sait, il n'est pas comme ça. Lui, il croit en d'autres solutions. Il aurait pu dire ça aussi au lieu de faire « Ah, OK, alors je vais faire le... » En plus, c'est une intervention du président qui n'était pas prévue. Donc, il a vraiment réagi, voire certains disent surréagi à un événement. Moi je crois que par rapport à ces questions de banlieue, il y a eu, du temps de Nicolas Sarkozy, cette fameuse posture, cette fameuse phrase du Karcher. Et donc, Argenteuil, sur la dalle. Il a établi un type de rapport autoritaire avec la banlieue. Par contre, la gauche de la Moiran, c'est pas une grande banlieue. Oui, la gauche au gouvernement, par rapport à ces grandes histoires de banlieue, la gauche au gouvernement a péché, à mon sens, par impuissance et par manque de stratégie par rapport à un certain nombre de questions. Et il y a les ghettos sociaux qui s'amoncellent, on n'a rien fait pour les régler. Les histoires des gens de voyage, c'est comme s'il s'agissait des problèmes qu'on met sous la moquette, alors qu'il fallait absolument apporter des thérapies et des traitements. Et puis, il y avait aussi la crise migratoire que subit la France et qui impose au gouvernement un certain nombre d'approches. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est là on est parti quand même d'une décision de justice qui s'oppose, peut-être pour des raisons tout à fait fondées, et voilà ce que ça entraîne. C'est quelque part, et c'est ça qui fait peut-être peur aux gens ou qui interpelle les gens, c'est cette violence qui tout d'un coup peut se déclencher à n'importe quel moment. Une très longue tradition française, la tradition de la rupture qui vient de la révolution de 89-93, qui enfin pour changer, il faut faire la rupture. Le président, les candidats Sarkozy arrivent au pouvoir parce qu'il veut faire la rupture avec le capitalisme, les ruptures avec la gauche, les ruptures avec la... Et il y a une sorte d'intégration par la violence et la rupture, et ça se passe toujours comme ça depuis 89-93, et c'est on veut discuter avec les présidents de France. D'abord, on prend il faut intervenir la police. Il y a aussi la violence du côté des victimes parfois, parce que la maman à Moirans, qui était à la fois la maman de l'enfant qui était mort dans un accident de voiture et du jeune détenu qu'elle voulait faire venir pour les obsèques, elle a dit
j'ai fait ceci et j'ai fait cela, j'ai téléphoné, j'ai rassemblé des gens parce que je ne pouvais pas me faire entendre autrement. Ça aussi, c'est une forme de violence. Oui, mais c'est une violence quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, quand ils ne peuvent pas se faire entendre, le recours le plus simple, en tout cas celui qui arrive le premier dans les esprits, c'est la violence. Oui, mais il y avait dans cette affaire particulièrement, il y avait un parfum de chantage que les pouvoirs publics ne pouvaient pas satisfaire. Imaginez que... Et c'était après un certain nombre de faits divers où des gens avaient été remis en liberté. Voilà. Et imaginez que sur cette histoire-là, entre la vie et la mort, sous la force et la puissance du chantage, on aurait libéré ou permis la libération de ce jeune homme pour assister à l'enterrement. Qu'est-ce qu'on aurait dit de l'État et du pouvoir de l'État? Alors, autre séquence justement qui a marqué l'actualité cette semaine, qui illustre d'ailleurs, il faut bien le dire, peut-être ce côté difficile d'incarner la fonction présidentielle, en tout cas la facilité d'égratigner cette fonction présidentielle. C'est un président en visite à la Courneuve pour parler d'emploi, pour parler d'intégration dans la République et qui se fait huer, obligé de quitter la salle par la porte de derrière après son discours. On écoute justement le président. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Il n'y a pas une France périphérique à côté d'une France des villes, une France tranquille. Non, il y a la France dans laquelle l'égalité doit être assurée. Voilà, des mots, encore des mots. Des habitants, eux, attendaient des actes, mais à trop attendre, on finit par se lasser, perdre espoir. Dans une commune d'ailleurs qui avait massivement voté pour François Hollande en 2012, on écoute justement cette exaspération. On attend le changement, comme ça a été prévu. Il va aider les pauvres, il va aider les vieux. Nous, d'après ce qu'on voit, c'est le contraire. Non, rien n'a changé. Quand il nous a dit à nous, maintenant c'est le changement, je me demande, il est où le changement? C'est pire que Sarkozy, lui. C'est pire que Sarkozy. Moi, je crois que cette scène-là que vient de vivre, difficile que vient de vivre François Hollande, a la même violence symbolique que celle du syndicaliste qui a refusé de lui serrer la main. Ça veut dire, ça reflète une seule chose, c'est que cette gauche au gouvernement a perdu ce lien charnel avec la classe ouvrière personnifié par ce syndicaliste. 30% des ouvriers votent depuis une vingtaine d'années à l'extrême droite. Oui, et aussi avec la banlieue, il a perdu ce lien. Les bastions électoraux de la gauche au gouvernement sont en train de se rebeller et de découvrir les promesses non tenues. Donc, il y a vraiment une vraie rupture entre cette gauche et ces milieux ouvriers de périphérie, malgré le fait que François Hollande tient à dire qu'il n'y a pas de France au centre et de la France aux périphéries. Il reste qu'il y a une France périphérique oubliée qui n'a pas été, à laquelle on n'a pas fourni les solutions adéquates, notamment, et moi j'insiste beaucoup sur une chose extrêmement importante, et c'est ça la source de beaucoup de problèmes, ce sont les ghettos sociaux en France. Il y a une parole dite et une pratique qui est celle d'encourager ces ghettos sociaux. Et ces ghettos sociaux sont autant de bombes à retardement, social à retardement, qui vont un jour ou l'autre exploser dans le visage de cette gauche au gouvernement. Et qui pourront peut-être poser problème à François Hollande dans le cadre de sa réélection en 2017. On en parle juste après le journal sur la chaîne Info. Quelle stratégie pour François Hollande? Difficile à lire.